Bien, alors quand on regarde cette carte sur les deux empires coloniaux, portugais et espagnol, on peut lister en quelque sorte les territoires qui sont sous leur domination. Si on commence par l'empire portugais, donc les territoires en vert, eh bien l'empire portugais pour l'instant, au moment du traité de Tordesillas en 1494, il contrôle, ou même on va dire au XVIe siècle, l'empire portugais contrôle les côtes du Brésil donc avec notamment la ville de Rio de Janeiro. Il a des comptoirs commerciaux sur les côtes africaines, notamment en Guinée, en Angola, au Mozambique, à Goya en Inde, à Macao dans la Chine actuelle ou à Malacca. Donc ce qu'on appelle des comptoirs, ce sont juste des ports en quelque sorte dans lesquels il y a des commerçants portugais qui vont s'installer qui vont donc récupérer des marchandises de l'intérieur des continents, par exemple pour l'Afrique de l'or, des esclaves, de l'ivoire, pour l'Asie de la soie et pour l'Inde des épices. Et ces marchandises vont ensuite être chargées sur les navires portugais qui doivent revenir en direction de Lisbonne. Les Portugais ont donc des comptoirs commerciaux sur les trois continents. Alors bon, le Brésil n'est pas vraiment un comptoir commercial, mais en tout cas en Amérique, en Afrique et aussi en Asie, notamment en Indonésie, ce qu'on appelle les îles à épices. L'Empire espagnol, lui, donc les territoires qui sont en jaune, eh bien, il contrôle tout ce qui est l'Amérique centrale avec l'actuel Mexique et puis tous les États d'Amérique centrale aujourd'hui que sont le Costa Rica, le Panama, Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Belize. Donc toute l'Amérique centrale est sous domination espagnole, de même qu'une grande partie de l'Amérique du Sud, ce qui correspond à l'ouest de l'Amérique du Sud, et puis on peut rajouter également les Antilles. Et puis un petit peu plus tard, on aura les Philippines. Donc pour l'instant, vous pouvez noter l'absence des Français, des Hollandais, des Anglais qui deviendront des grands colonisateurs un petit peu plus tard. Alors ensuite, nous allons nous intéresser dans le grand B au passage de cette phase qu'on a appelée la découverte du monde à celui qui va être la conquête de ce nouveau monde qui va être découvert. Donc on va tenter de décrire et d'expliquer les contacts entre les Européens et ce que Amerigo Vespucci avait appelé le Nouveau Monde, par opposition avec évidemment l'Ancien Monde qui est l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Alors les expéditions de découverte vont s'échelonner entre le 15e et le 16e siècle, et donc on va étudier ces différentes phases à l'aide de cette carte que vous trouvez sur le diaporama. Alors, comme je vous l'ai dit, les premiers à se lancer dans les grandes explorations, ce sont les Portugais. Les Portugais qui vont ouvrir petit à petit le contournement de l'Afrique. Et rappelez-vous, les rois portugais, notamment Henri II le navigateur, vont financer des expéditions. Et ces Portugais vont s'arrêter petit à petit sur les côtes africaines où ils vont installer des comptoirs et ils veulent exploiter les richesses notamment par exemple les mines d'or ici en Guinée. Euh, un peu plus tard, on en a parlé, l'Angola, le Mozambique. Donc petit à petit, ils vont descendre toujours plus au sud. Donc par exemple, en 1471, pour la première fois, l'équateur est dépassé. Alors il faut se mettre dans la peau des explorateurs portugais à l'époque. C'était vraiment un départ vers l'inconnu. Il y avait plein de légendes qui couraient. On n'était pas encore convaincu que la Terre était ronde, loin de là. Donc, on pouvait penser que le monde était plat, que la Terre était plate. Donc, il y avait un monde fini. Il y avait des légendes qui disaient que, arrivé au bout d'un certain moment, ben, on chutait, en quelque sorte. Si vous imaginez que la Terre est plate comme une table, au bout d'un moment, vous allez tomber. Il y avait des légendes sur des monstres qui couraient dans les océans. Bref, la navigation vers ces terres inconnues était extrêmement dangereuse et évidemment, beaucoup aussi ont échoué et ne sont pas revenus. Mais en tout cas, les Portugais, eux, petit à petit, alors en faisant ce qu'on appelle du cabotage, c'est-à-dire en longeant les côtes, en faisant des petits sauts de puce, eh bien, ils vont descendre le long de la côte africaine, puis ils vont dépasser l'équateur en 1471. Alors après, ça s'accélère. En 1488, ils atteignent le cap de Bonne-Espérance, vous savez, là où on trouve la ville du Cap en Afrique du Sud. Donc ça, c'est l'œuvre de Bartolomeo Diaz, donc un grand explorateur portugais. Et puis, il va y avoir un moment décisif, ça va être
le fait qu'ils vont réussir à atteindre les Indes en 1499 grâce à ce navigateur Vasco de Gama qui avait démarré son voyage en 1497 et qui donc, au bout de presque 3 ans, va réussir à atteindre les Indes. Donc ça y est, il va atteindre l'objectif des Portugais, c'est-à-dire les épices, et il a réussi à contourner l'empire musulman. Alors il y est arrivé notamment en embauchant des marins locaux hein, à ce niveau-là, pour comprendre notamment les courants de l'océan Indien et pour pouvoir traverser l'océan Indien, parce que les marins locaux étaient habitués à faire du commerce avec le monde musulman ou avec le monde indien, voire avec la Chine. Et donc à ce moment-là, eh bien, Vasco de Gama a embauché des marins locaux qui, eux, connaissaient cette partie de l'océan Indien et ont pu donc le mener à bon port. Donc en tout cas, c'était la première fois que l'Afrique était contournée par des marins européens. Et durant ces voyages de cabotage le long des côtes africaines, à un moment, il va y avoir une des expéditions menée notamment par un marin portugais qui s'appelle Cabral, qui au début du XVIe siècle, eh bien, va s'éloigner des côtes africaines et par hasard va atterrir ici sur les côtes du Brésil et donc faire la découverte du Brésil. Alors, les Espagnols donc, vont prendre la suite des voyages portugais et c'est pour ça qu'on va s'intéresser notamment eh bien, aux différents voyages qui ont été réalisés par le navigateur génois Christophe Colomb. Hein. Christophe Colomb, lui, il est convaincu que la Terre est ronde et donc il va proposer aux souverains espagnols la voie occidentale, c'est-à-dire d'atteindre les Indes par la voie occidentale, c'est-à-dire en traversant l'Atlantique. Donc les Portugais ont atteint les Indes en faisant le contournement de l'Afrique, eh bien les Espagnols vont tenter de les atteindre en partant vers l'ouest, c'est-à-dire la voie atlantique. Alors pour la petite histoire, hein, Christophe Colomb, il va aller convaincre les souverains espagnols, notamment alors que ceux-ci étaient en train de faire le siège de la ville de Grenade, hein, rappelez-vous, en ville qui est tombée aux mains des souverains catholiques espagnols le 3 janvier 1492. Et c'est pendant ce siège que Christophe Colomb va négocier et obtenir des souverains espagnols l'autorisation officielle de pouvoir faire ce voyage. Donc, il s'appuie sur des connaissances scientifiques solides, hein, Christophe Colomb, puisque comme je vous dis, il sait que la Terre est ronde, mais ces connaissances sont erronées sur la taille de la Terre. Les connaissances qu'il a montrent que la Terre est beaucoup plus petite. Ce qui fait que quand lui, il va atteindre lors de son premier voyage les Bahamas et notamment Hispaniola, eh bien, il va croire qu'il est arrivé au Japon. Hein, il va croire dans ses documents, il va parler de Cipango. Cipango, c'était le nom que les Espagnols donnaient au Japon. Donc, comme il n'imaginait pas que la Terre était aussi grande, que sa circonférence était aussi importante, eh bien, il croyait avoir débarqué sur l'archipel japonais. Si vous regardez un planisphère, du moins un globe terrestre, c'est logique, hein, si vous enlevez l'Amérique, eh bien, si vous partez de l'Espagne et que vous allez vers l'ouest, à un moment, vous risquez d'atteindre le Japon. Jusqu'à la fin de sa vie, il va être convaincu d'être arrivé en Asie, hein, pas en Amérique. En fait, ce qu'il a exploré, eh bien, c'est ce qu'on appelle les Caraïbes. Hein, vous savez, les Caraïbes dont fait partie l'archipel de Saint-Martin que nous avons vu en géographie. Et il va toucher ce qu'on appelle le golfe du Mexique. Ici, il va le toucher lors de ses 4 voyages qu'il va effectuer entre 1492 et 1502. Alors pour la petite histoire, Christophe Colomb, il va mourir dans la misère, hein, et puis si vous avez vraiment du temps devant vous et puis vous avez envie de passer un très bon moment, je vous invite à regarder le film 1492 Christophe Colomb, illustré par la musique de Vangelis que je vous avais mis en début de ce cours, qui est un super film pour témoigner de cette fabuleuse découverte pour les Européens qui a été la découverte de l'Amérique. Donc, pour ce qui est du cours, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Par contre, ce que je vous demande de faire pour la prochaine fois, c'est à l'aide de la fiche d'activité que je vous ai mise sur Pronote, eh bien, qui s'intitule À bord d'une caravelle, eh bien, en regardant un extrait vidéo du même reportage dont je vous ai fait étudier un extrait vidéo lors de la séance précédente, eh bien, je vous demande de répondre à 3 questions pour étudier les progrès techniques un peu plus en détail qui ont permis ces grandes découvertes. Car sans ces progrès techniques, il n'y aurait pas eu de grandes découvertes.
vous imaginez bien que pour traverser l'océan Atlantique, on ne pouvait pas le faire avec les moyens de navigation que l'on avait, par exemple, sous l'Antiquité. Donc, il a bien fallu qu'il y ait des progrès techniques pour en arriver là. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne écoute, et puis je vous souhaite bon courage pour votre travail, mais rassurez-vous, vous n'en avez pas pour plus de 10 minutes. Au revoir, comme dirait le président Valéry Giscard d'Estaing. Au revoir.